Alors, là, cette fois-ci, je ne me trompe pas si je dis qu'on va parler de la ville de Montargis, la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Et il y a plein de gens qui viennent. Alors là, il y a plein de gens. Il y a du monde. Ils sont 3 normalement. Non, ils sont que 2. Et ce sont des messieurs. Voilà. Donc, alors, j'ai Charles Terrier. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes élu à Montargis. Et puis, il y a Jérôme Branger. Et vous êtes chef cadre de vie, n'est-ce pas? Ça vous plaît? Tac. C'est pas déplaisant. Bon, très bien. On va donner tout d'abord la parole à votre élu. Oui. Racontez-moi tout. Voilà, donc écoutez, là il y a donc un diaporama qui devrait voilà, il démarre. Là, voilà. Je pense. Hein. Donc voilà, donc Montargis et le développement durable, c'est une vieille histoire. Hein, donc, et on va en faire un peu voir un peu les principales étapes. Là, vous voyez la chronologie. Dès 2008, donc. Dès 2008, donc c'est la création de la délégation de maire adjoint chargée du développement durable. Hein, et c'est Carole Butor qui a été la première maire adjointe. Et de la même année, elle a créé le service de développement durable. C'est un service qui aujourd'hui a 3 personnes. Et puis, 2009, c'est la première édition des Journées de développement durable. C'est donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser le public, le plus grand nombre, à toutes ces questions de développement durable par des expositions. Donc ça se passe ici à la salle des fêtes, des expositions, des animations, des visites, des conférences. Et c'est sur 2 jours avec la visite. Le premier jour, c'est les scolaires qui sont invités. Et cette année, il y a eu 720 scolaires à peu près qui sont arrivés. Donc c'est relativement important. 2009, c'est également la mise en place des premières méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides. Hein, donc c'est 8 ans avant que ce soit obligatoire, donc ça a été mis en place bien longtemps avant, et donc sous la responsabilité de Jérôme Branger justement. Et puis également donc la mise en place d'un plan différencié, de gestion différenciée. 2013, c'est l'agenda 21 qui est voté par le conseil municipal. Il y avait 5 thèmes dans l'agenda 21. L'un des thèmes, c'était la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et ressources. Voilà, donc cet agenda 21, ça reste pour nous vraiment un guide, toujours aujourd'hui. En 2013, adoption par le conseil municipal de la charte de l'arbre, avec donc l'agence régionale du fleurissement, c'est eux qui l'avaient rédigé. Donc c'est vraiment pour promouvoir et protéger les arbres dans le milieu urbain. Et on a fait également à cette époque un barème de l'arbre qui existe toujours aujourd'hui. 2013, donc ensuite, donc 2017-2018, c'est l'inventaire de la biodiversité. Oui, voilà, on l'a pas ici, oui. Voilà. Donc c'était une étude qui a été réalisée par Loiret Nature Environnement. Donc ils ont fait donc un état des lieux de la faune, de la flore, en nous donnant des préconisations de gestion. Et puis dès 2019, donc on a fait des fiches à l'intention des agents de la ville pour travailler sur tous ces secteurs. 2018, c'est donc prix spécial de la valorisation de la trame verte et bleue. Par le jury national des villes et villages fleuris. Et puis enfin, donc en 2022, c'est la reconnaissance de Montargis comme territoire engagé pour la nature. Donc c'est un engagement donc, sur 3 ans, avec des obligations. Donc on s'est fixé des objectifs. Et ces objectifs, donc on va les voir là tout de suite. Ils vont apparaître. C'est donc protéger les milieux naturels, développer les espaces verts de qualité, impliquer les Montargois et puis poursuivre et développer les partenariats. On va voir donc chacun de... Voilà, les milieux naturels, je suppose que c'est autour du lac particulièrement, c'est ça?
Voilà, alors les milieux naturels, c'est déjà gérer et protéger l'eau. Hein. Donc on a démarré là au printemps dernier lors des journées du développement durable une opération qui s'appelle Ici commence la mer. Hein, et c'est vraiment on veut communiquer autour des enjeux liés à l'eau et à l'environnement. Hein, changer des habitudes, certaines mauvaises habitudes. Hein, on a notamment le but d'inciter les gens à respecter un peu la nature et ne pas jeter, par exemple, des mégots dans les trottoirs, sur les trottoirs, dans les caniveaux, parce qu'on sait que, ben voilà, ici commence la mer, on les retrouve dans les rivières, et puis après, c'est dans la mer. Hein, donc, et puis également les sensibiliser sur le plastique. Donc ça, c'est une opération qui se fait avec nos partenaires. Hein. Nos partenaires, c'est les écoles déjà, puisqu'on sensibilise dans les écoles déjà depuis de nombreuses années. Hein. Nos autres partenaires, c'est l'agglomération. Hein, puisque c'est l'agglomération qui a la compétence de l'eau potable, de l'assainissement, des eaux pluviales également. C'est les pages, hein, un acteur majeur également dans ce domaine ici à Montargis. Voilà, donc alors cette opération a commencé, hein, donc c'est quelque chose à long terme, sur plusieurs années. Hein, elle a commencé en mettant avec des pochoirs actuellement. Donc, vous voyez, on a une photo là. Donc, il y a un certain nombre de pochoirs qui ont été faits sur Montargis. Il y en a eu, je crois, une cinquantaine hein, auprès des avaloirs. Ici commence la mer. Et puis, donc, ça permet aux gens de s'interroger un peu sur ce sujet. Puis comme ça, on n'a plus besoin d'aller en vacances. Voilà, tout à fait. Bon, alors, il y avait une belle photo juste après. Voilà. Alors ça, wow. Voilà. Là, on avait un autre sujet également. Hein. Avant, c'était donc toujours sur gérer et protéger l'eau. Donc, on travaille sur la récupération des eaux. Et là, je pense que Jérôme pourra nous en dire un peu plus, la récupération des eaux pluviales. Vous pouvez y aller maintenant, Jérôme, je pense. Donc, oui, effectivement, on a un projet qui devrait bientôt sortir. C'est de pouvoir récupérer le maximum des eaux de pluie sur un certain nombre de bâtiments, et notamment sur les serres municipales, puisque nous avons quand même des surfaces de toiture qui sont assez grandes. Donc, on a la volonté de récupérer les eaux de pluie, notamment au niveau de la serre, qui représente une surface de 650 mètres carrés, qui permettrait éventuellement, en cas de restriction totale, de pouvoir assumer la totalité de l'arrosage de notre fleurissement des ponts et notamment aussi des arbres. Donc, ça pourrait être une capacité de 400 mètres cubes par l'intermédiaire d'une bâche souple, qui permet en plus de stocker les eaux même d'une année sur l'autre, puisque ça résiste à des températures de moins 30 à 70 degrés. Donc cette action pourrait nous rendre totalement autonomes sur une bonne partie de notre arrosage. C'est pas de la cuve enterrée, c'est autre chose. Non, c'est une bâche souple. Donc c'est plein air. C'est en plein air. Voilà. Après, il faut un terrassement qui soit bien adapté, parce qu'il faut que ça soit entièrement plat. Et donc, c'est des bâches souples qui sont très résistantes au déchirement, au soleil, etc., qui permet de stocker de l'eau plusieurs mois et l'eau reste complètement inerte. Est-ce qu'on a d'autres exemples de municipalités, peut-être Sébastien Cobet, tu le saurais, qui a ce type de démarche, de récupérer les eaux pluviales? Moi, c'est un de mes grands dadas. Oh, bah, Villemandeur, ils l'ont déjà depuis 7 ou 8 ans. Alors. Formidable. L'important, c'est que ça se fasse partout. Moi, au niveau de Château-Renard, j'en rêve. Alors, voilà. Bon, on continue. Il y avait d'autres choses pour les eaux pluviales? Non. Non. C'est formidable. Voilà. Après, il faut faire tous les bâtiments. Voilà. Hein. Je pense que ça devient un peu systématique dans tous les nouveaux projets. Voilà. Même si c'est des petits volumes, ça me paraît indispensable de pouvoir conserver ces eaux de pluie, serait-ce que pour arroser le peu d'arbres qu'il y a autour du bâtiment. Tout à fait. Oui. Gérer et protéger l'eau, donc il y a également un projet important, donc, mais là qui est mené par les pages,
c'est la déconnexion entre le lac des Closiers et le Loing. Donc ça, c'est un projet qui est en étude actuellement, et qui verra le jour dans quelques années. Mais bon, un projet d'envergure quand même, mais qui permet donc la continuité écologique des cours d'eau, et qui est une obligation, je pense. Voilà, c'est confirmé par... Voilà. Préserver les zones humides. Alors donc voilà, c'était le slide précédent. Voilà, donc ça c'est une zone humide de Montargis, c'est la zone du Prieuré, vous voyez, donc c'est très beau. Oui. Alors c'est une zone qui n'est pas ouverte au public, donc il faut prendre rendez-vous aujourd'hui pour la visiter, mais ça peut évoluer. Non, mais est-ce qu'on la visite pas parce qu'elle est absolument préservée? Non, on peut la visiter, on la visite. Il y a des visites qui sont organisées régulièrement, mais il faut prendre rendez-vous. Et ça, c'est un observatoire alors, c'est ça? Un observatoire, oui, tout à fait. Donc c'est un site qui est essentiellement à action pédagogique principalement, mais comme dit M. Terrier, des visites peuvent être organisées. Voilà. Il y a d'autres zones humides également, mais qui sont des propriétés privées, et qui sont malheureusement mal entretenues. Donc nous, elles sont actuellement, les propriétaires ne veulent pas vendre, mais dès que ça sera possible, on va acquérir. Voilà, et puis, alors voilà, il y avait la plante invasive dont on parlait tout à l'heure qui apparaissait, la renouée, renouée du Japon. Voilà, ça c'est lutter contre les plantes invasives. Alors c'est vrai que l'IBC en avait mis en évidence 5 espèces. Sur Montargis, il y avait la renouée du Japon, il y avait le solidage du Canada, la vigne vierge commune, le robinier faux acacia, l'érable negundo. Et on a rajouté également donc l'élante. Voilà. Qu'est-ce que vous faites alors? Alors déjà, nous, on a quand même la chance d'avoir effectivement, on a des plantes invasives, mais c'est souvent sur des petits espaces, donc qu'on arrive plus ou moins à maîtriser, parce que je pense notamment à certaines étendues le long du département, etc., où c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc l'idée, nous, c'est de maintenir les petits espaces pour pas que ça se propage. Donc, soit on procède par arrachage, soit on fait des fauches régulières avant que les plantes montent à graines et se propagent. Alors, il y a des choses aussi qui sont un peu bizarres, c'est qu'on parle de l'érable negundo, qui est une plante invasive. Effectivement, nous, on en a, mais au jour d'aujourd'hui, on trouve encore ces plantes en vente en pépinière. Donc, je dirais, c'est des végétaux qu'il faut arrêter de planter, arrêter d'acheter. La renouée aussi, d'ailleurs. Oui. Enfin, il y a des renouées, mais elles sont un peu moins invasives que celles du Japon. Et donc voilà, après, il y a des méthodes aussi qui marchent, notamment sur les rames negundo, on procède à de l'écorçage, c'est-à-dire que sur 1 mètre du sol, on retire toute l'écorce qu'il y a autour de l'arbre, et là, vous êtes tranquille, 2 ans après, vous vous êtes débarrassé, l'arbre, il est mort. Donc voilà, nous, on a quand même la chance de pouvoir maintenir les populations de plantes invasives, parce qu'on a des petits espaces qui sont facilement maîtrisables. Voilà, puis il faut lutter également contre certains animaux. On a les ragondins, on a des problèmes avec les ragondins. Les ragondins, ça devient une problématique récurrente, notamment sur nos barques qu'on met. Alors ça, c'est la vitrine de Montargis, mais je peux vous dire qu'on souffre avec les ragondins. Cette année encore, on a dû rapidement remplacer plusieurs jardinières sur les barques, parce que ils mangent tout, ils grattent dans le terreau. Ils ont des comportements un peu surprenants, et d'un seul coup, ça s'arrête. Alors souvent, les jardinières sont bonnes à remplacer ou à replanter, et après la végétation reprend le dessus et ça redémarre. Mais on a toujours une période, on se demande pourquoi ils sont attirés à ce point-là mais ça devient un souci, puisque non seulement ils dégradent nos fleurissements, mais ils dégradent aussi les berges, etc. Donc, pas facile à maîtriser. Je sais pas si... La législation, c'est quoi sur les ragondins? Voilà, c'est un nuisible, mais je pense qu'il faut être piégeur pour pouvoir mettre des pièges de capture. Donc, c'est toujours un peu compliqué dans le milieu urbain. Donc, il faut qu'on s'attache à mettre des méthodes en place. Je ne sais pas si avec les pages, il y a des actions qui sont menées.
parle alors tout à l'heure. Vous en parlerez au micro, on vous entendra mieux. On vous attend sur Montargis. Voilà, on a les ragondins, mais il faut également limiter les populations de pigeons et les pigeons et les étourneaux qui nous créent de gros problèmes. Vous également. avez essayé les rapaces, je crois, à un moment donné. Il y a plusieurs années, ouais, il y a plusieurs années. Là, on a réalisé des captures de pigeons depuis 7-8 ans, notamment sur le territoire de Chalette au niveau de la Caproga. Donc, il faut savoir qu'on a quand même capturé environ 10 000 pigeons. Et après, on fait quoi? Après, c'est des sociétés qui sont spécialisées, hein, donc ils capturent et puis ils euthanasient et ils nous débarrassent des pigeons. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a 7-8 ans, il y avait 10 000 pigeons sur Montargis. On a toujours 10 000 pigeons. Vous avez peut-être des perruches maintenant, non? Ah, on n'en a pas encore vu. Mais bon, il le y en a problème pas. des pigeons Ça va venir. est... Il y a de la perruche chez vous? À l'île d'On, je crois qu'il y en a. Bon, bref. C'était pas votre voisine? Bon. Voilà, donc voilà, sur les espèces invasives, voilà, c'est un problème et il faut lutter. Bah, les étourneaux, c'est pareil, on fait comment? Ouais, c'est difficile, c'est vrai. Les tourneaux, c'est compliqué puisque même une société spécialisée, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ça reste Voilà. ça reste un animal sauvage qui est, je crois, considéré un peu comme du gibier. Donc, il me semble qu'il faut se rapprocher de la fédé de chasse pour éventuellement mener des actions. Alors, je sais que nous, c'est pareil. Il y a quelques années, on avait l'électricien qui se promenait avec les haut-parleurs sur le dos avec le bruit du jet. Donc, ça fonctionnait, hein. Mais le problème, c'est qu'on recule les étourneaux, quoi. Ils vont se poser 2 rues plus loin, etc. Et c'est toujours compliqué. Donc, C'est le baptême montargois. Quelque chose d'autre? Oui, limiter la pollution lumineuse nocturne. Ah, ça, c'est un beau sujet. Et là, on a une belle photo derrière nous. Sur Montargis, c'est 3200 points lumineux à peu près. Et donc en 2019, on a tout changé. Tout a été passé en LED, à 100% LED. Donc, ce qui permet de limiter cette pollution. C'est également l'abaissement de la puissance. On a baissé de 70% la luminosité entre 23h et 6h du matin. Donc c'est quelque chose de très important et c'est également, je vais vous le dire, des sources d'économie pour la ville. Donc tous les mâts sont dirigés vers le bas et puis on va continuer cette action. Il y a certains éclairages qu'il faudra éteindre, sans doute, surtout en cette période. Et puis sensibiliser aussi les habitants, les commerçants, sur leurs obligations en matière d'éclairage des enseignes et des vitrines. Je pense que ça, c'est pas un volet qu'on aborde lors de ces assises 2022, mais il est fort probable que ce soit le prochain sujet. Ouais, c'est la trame noire, n'est-ce c'est pas? ça. Donc on salue Madame Corby, là-bas, qui est élue à Saint-Germain-des-Prés et qui est un fer de lance en la matière quand on parle de trame noire. Ensuite, développer des espaces verts de qualité. Voilà, donc, c'est gérer des espaces verts durablement et augmenter le nombre de surfaces végétalisées. Montargis, géographiquement, c'est assez petit. C'est 440 hectares environ. Mais sur ces 440 hectares, il y a 80 hectares d'espaces verts. Si l'on compte... Espace vert et naturel. Et naturel. Voilà, en comptant donc les abords du lac, les différents parcs, les espaces sportifs, etc. Alors justement, à ce propos, soudain, je vous regarde, le prenez pas mal, je pense aux moutons. Oui. Les petits moutons qui pâturaient le long du... En contrebas du château. C'est vous qui les gérez? Oui. Donc, c'était votre idée à vous? Oui. Bravo. Donc on a 2 espaces qui sont en éco-pâturage aujourd'hui, donc les pentes du château et puis le jardin pédagogique du lac, le verger pédagogique.
On a la volonté de l'étendre au niveau du gymnase du Puiseau, puisqu'on a encore des espaces là-haut qui sont relativement grands et qui sont accessibles à l'éco-pâturage. Donc je pense que ça, c'est des projets qui vont aussi sortir dès l'année prochaine. Quand on parle aussi des abords du lac, en me baladant, il y a maintenant quelques temps, il y avait ces petits jardins ouvriers. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on les enlève complètement? Est-ce qu'on motive les gens pour les reprendre? Est-ce que ça a un intérêt? Non, les jardins, notamment les jardins familiaux, sont tous occupés. Ah bon, il y a même des listes d'attente. Hein. Ah, très bien. Et on a aussi des espaces qui sont réservés à l'association de Madame Butor, La Pagaie. Je ne sais pas si elle est encore là, Carole. Donc, qui, eux, réalisent du jardin potager par l'intermédiaire de personnes en insertion. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le site, mais c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un espace qui est complètement préservé. La commune a la volonté, par contre, de racheter systématiquement les terrains qui sont en bordure du loin pour pouvoir les approprier et les laisser en espace naturel. Donc là, on a presque tout. Il reste que 2-3 espaces qui sont encore privés, mais à fur et à mesure, tous ces espaces-là, on essaye de les racheter pour pouvoir les mettre ensuite en espace naturel. Et puis il y a d'autres projets, installer des ruches également. On a déjà des ruches. Ça, ce sont des ruchers. On a déjà des ruchers au lac. La volonté, c'est de continuer à développer. Après, voilà, on a une réflexion qui est permanente sur les espaces verts, notamment dans les espaces un peu reculés, les sous-bois, etc., où on ne va pas systématiquement aller rogner une souche. Si on peut la conserver, on va la conserver. Un arbre mort qui n'est pas dangereux, qui n'a pas de risque de sécurité, on va le conserver au sol, etc. Aujourd'hui, c'est des démarches qui sont devenues, je dirais, qui font partie de notre quotidien. Ça nous arrive parfois d'aller mettre en place un amas de pierres pour préserver des espaces, notamment pour tout ce qui est lézards, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont devenues presque systématiques pour les équipes qui proposent. Enfin, voilà, si on peut étendre, on étend nos démarches. Ça aussi, au niveau des équipes, c'est quand même un travail pédagogique de longue haleine. Est-ce que vous étiez persuadé? Est-ce que vous êtes un écolo dans l'âme à la base? Ou est-ce que vous l'avez appris? Est-ce qu'on s'en persuade? Je ne suis pas forcément un écolo, mais je suis sensible à toutes ces démarches. Et comme disait M. Terrier tout à l'heure, dès 2009, on a eu la volonté de réduire rapidement le phytosanitaire dans nos rues, notamment sur les trottoirs, etc. Et donc je me rappelle que moi, quand j'ai repris l'équipe, je leur ai dit, bah voilà, vous prenez 2 débroussailleuses, on va aller dans une rue et on va changer nos méthodes. Donc ils m'ont regardé avec les gros yeux en se disant, mais il est barjot, lui. Et du coup, on a fait des essais et c'était pas très... le matériel n'était pas forcément adapté. Donc on y a réfléchi, on a rapidement acheté des coupes-bordures plutôt que de débroussailleuses. J'ai sorti un plan sur la table, j'ai dit, bah voilà, vous avez le territoire de la ville, je veux que progressivement, il n'y ait plus un seul coup de pulvérisateur sur l'ensemble du territoire. Donc on a commencé par le centre-ville, où là, on a ressorti les binettes, des broussailleux, enfin coupe-bordures, etc. Et petit à petit, une équipe s'est constituée. Aujourd'hui, on a quand même 4 personnes qui font que ça à l'année. Donc c'est vrai que Montargis, la ville est propre et il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais on se donne la volonté de le faire avec des méthodes alternatives. Et effectivement, ça n'a pas été facile à mettre en place au départ. Après, on peut aussi inviter les citoyens à avoir un autre regard sur leur ville et se dire que le tout gris, c'est peut-être que le gris et vert, c'est mieux. Ça, c'est pas facile à Alors, puisqu'on parle de ça, moi, votre fleurissement, je le trouve remarquable. Il est très sobre en eau. Je vois les iris. Et puis après les iris, il va y avoir les goras et les rosiers. Racontez-nous un peu ça. Toutes ces vivaces qui sont mises en place depuis longtemps à Montargis. Donc ça, c'est pareil. De toute façon, tout ça, c'est des démarches qu'on a démarrées dans les années 2009-2010. Donc toujours pareil, avec la volonté d'élargir la palette végétale, puisque effectivement, dans ces années-là, et encore aujourd'hui, le fleurissement reste très horticole, mais beaucoup de massifs ont quand même été transformés de plantes annuelles à plantes vivaces, arbustes, etc., avec intégration des plantes mellifères et nectarifères. Ça, c'est important aussi. Voilà. Dans les années 2000,
pour vous donner une idée, c'était 100 000 plantes annuelles. Au jour d'aujourd'hui, on en naturalise 28 000. Donc voilà, la place de l'arbuste, la plante vivace, mellifère, etc., est très large sur Montargis, y compris en fleurissement jardinière. On travaille aujourd'hui avec des plantes mellifères, des plantes vivaces, etc., qui rentrent parmi la palette végétale du fleurissement. Même si le fleurissement horticole reste très important, parce qu'il faut aussi penser à nos petits horticulteurs. Hein. Ça reste un métier quand même important, et je pense que voilà, il y a la place pour tout le monde. Après, l'écologie en matière de fleurissement, c'est aussi la gestion de l'arrosage. Vous faites du goutte à goutte. Oui, la gestion de l'arrosage, la gestion du choix des composts, etc. Les arbres également. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on va planter beaucoup d'arbres là, cette année à Montargis, puisqu'on a fait des travaux sur le quartier de la ville, le boulevard des Belles Manières, la place des Républiques. Donc là, il y a le choix des arbres, hein, puisque maintenant, il faut également des arbres qui soient économes en eau. Hein. Peut-être que Jérôme peut nous en parler. Économes en eau et puis résistants aussi à la sécheresse et puis aux températures extrêmes. Donc c'est vrai que depuis 4-5 ans, on fait des essais par-ci par-là avec des variétés qui seraient mieux adaptées. Ça, on le saura plus tard. Mais bon, on a commencé à planter des micoucouliers, l'érable de Montpellier, le pin accroché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait 3-4 variétés. Non, moi je vous ai dit l'érable de Montpellier, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants sur les premiers qui ont été plantés. Donc ça, c'est une bonne chose. On fait aussi des choix sur les arbustes, etc. Donc des fois, on se pose aussi les questions, qu'est-ce qu'on va finir par planter? Mais bon, il y a des choses toutes simples. On peut déjà faire des états des lieux au jour d'aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qui a résisté, par exemple, cet été? On s'aperçoit qu'il y a quand même au bord des routes des arbustes qui ils sont encore là. Donc je pense notamment aux perrosquias, les osmantes. On a des choses qui résistent très bien à la sécheresse. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de ça aussi pour les futures plantations. On a une multitude d'iris. Alors c'est vrai que les iris, en ce moment, ils font un peu triste mine, mais on est certain que l'année prochaine, ils seront encore là. Donc déjà, inspirons-nous déjà de ce qui marche bien localement. Suffit d'observer. Et on a déjà une palette végétale qui est très intéressante. Augmenter les surfaces végétalisées. Hein, donc là, on voit sur les photos en haut à gauche le cimetière. Hein, et puis, Votre cimetière est complètement végétalisé? Alors non, pas complètement, parce que le cimetière fait 5 hectares et on fait ça à la main. Mais là, une fois, on a encore anticipé, puisque la réglementation interdit tout traitement dans les cimetières depuis l'été dernier. Donc ça, c'est des choses qu'on a anticipées déjà depuis 3 ans. Donc on y va par zone. On va continuer à l'automne. Je dirais qu'on est à un peu plus de la moitié du cimetière engazonné. Et l'idée, c'est qu'on y arrive entièrement. Donc aujourd'hui, on travaille avec des gazons, avec des graminées, notamment à base de fétuc. Mais l'idée, c'est aussi de voir si on ne peut pas travailler avec des sédums, même quelques plantes vivaces pour apporter un peu de fleurissement, etc. Donc là, on est en plein dans les essais, et puis la démarche est bien engagée, puisque j'espère que le cimetière sera dans 2-3 ans complètement engazonné. Oui. Et puis il y a les cours d'école également qu'on peut verdir. Hein, et donc là, on a pareil, ça fait partie écoles. du projet un beau projet à déminéraliser faire, et puis replanter. Oui. Donc ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Et puis bon, on a la chance d'avoir quelques grandes écoles. Je pense notamment à l'école Langevin, où là, dès cet automne, on va pouvoir planter de nombreux arbres. Et donc voilà, c'est. Je crois qu'on a nos sujets pour les prochaines assises. Hein. La récupération des eaux pluviales et également la débitumisation de nos villes. Oui. Surtout de nos cours d'école. Enfin, il y a plein d'autres choses. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? Parce que, ça tourne. Oui, il y a beaucoup de points à voir. Bon, il y avait un autre point, c'était impliquer les habitants. Hein, ça marche à Montargis ou pas?
Oui, je pense que ça marche, mais on a également des idées pour que ça aille encore plus loin. Hein. Il y a notamment l'idée de faire un permis de végétaliser. Hein. Donc là, c'est un donc projet. ça, on va essayer de mettre ça en place dès le printemps prochain. Oui. Parce qu'on a quelques demandes de la population, mais on aimerait aussi inciter les gens à participer à notre fleurissement et puis à notre nature en ville. Donc l'idée, c'est de leur laisser la possibilité de fleurir au pied de chez eux. Alors pas en faisant n'importe quoi, hein, on va essayer de cadrer les choses. Oui. Donc voilà, ça sera un permis de végétaliser où ils feront un petit projet, nous enverront une liste de plantes, des photos, etc. Et nous, on validera ou pas le projet et on accompagnera les gens à continuer à embellir notre belle ville. Ça serait un petit peu poursuivre ce truc fantastique qui à Montargis qui fonctionne très bien, c'est les pieds de mur. Les pieds de mur, oui, alors ça c'est les plantes grimpantes. Voilà, absolument, dans certaines rues. J'en ai jamais vu une de morte. C'est beaucoup d'entretien et de boulot, mais ouais, ça a un résultat qui est quand même très intéressant. Pour apporter de la fraîcheur dans les villes, c'est formidable. Oui, absolument. Et donc, en effet, pouvoir poursuivre cette végétalisation des trottoirs en laissant les gens s'exprimer. Voilà. Et puis c'est vrai que l'intérêt des plantes grimpantes, c'est que sur des espaces réduits, on peut apporter du fleurissement dans des espaces réduits. Mais il y a des demandes, hein, il y a des demandes pour ça. Il y a déjà, dans certaines rues, des gens se sont rassemblés, ont demandé en disant mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Donc c'est pour ça qu'on. Oui, parce que vous les avez encouragés en fait à ça. C'est ça. Oui. Et donc on veut rencontrer également les habitants. Donc pour ça, on va faire donc une journée porte ouverte des serres municipales, donc au printemps prochain. Hein, donc les gens pourront venir, pourront poser des questions, et donc je pense que ça serait intéressant de partager avec eux. Bon, on va remercier nos représentants de Montargis. J'aimerais qu'on saute la partie questions. Et puis, on a fait un peu le tour parce que là, tout de suite, justement, il y a le monsieur qui voulait parler tout à l'heure sans micro qui va arriver.